Bienvenue au Polysécure épisode sur l'actualité. Je suis avec Vincent. Qui maîtrise mal le on-mute de toute apparence. Ouais, ben les boutons sont à gauche puis à droite. Il faut se déplacer avec la souris. Ouais, ben on fait le test d'une nouvelle plateforme, fait que pour essayer de voir, parce qu'on a j'ai rencontré certains soucis avec l'autre, fait que voir si celle-ci fait le travail. Donc, on doit quand même apprendre un peu comment tout ça fonctionne. Bref, commençons avec les shameless plugs, toujours COVID. Il y a des balbutiements d'une 5e vague en Europe, donc ça serait plate que ça se matérialise ici aussi. Donc, on est rendu avec des taux de vaccination qui sont quand même assez excellents d'ailleurs. J'en profite pour plugger un podcast qui vient de revenir en vie, Les Chiens de garde, qui a été à peu près 2 ans, je crois, qui était arrêté de diffuser. On a recommencé dernièrement. Par contre, on diffuse que des épisodes, puis c'est retombé mort. Fait j'espère que c'est qu'une faute de temps qu'ils vont pouvoir continuer à ramener cette discussion-là active, ce qui était très intéressant dans leur point de vue. C'est Crypto-Québec qui est en arrière de cette initiative-là. 16 au 18 novembre, le European Cyber Week, lequel je vais être présent, et le 24 au 27 novembre, la Connected Week Angers, laquelle aussi je vais être présent pour assister à ces 2 événements européens. Sinon, ben il y a Québec numérique qui revient avec la semaine numérique et le Sécure pendant la même période du 4 au 6 pour le Sécure. Commençons avec les nouvelles. On a 2 nouvelles qui touchent le Québec. Je vais laisser Vincent commencer avec la sienne, qui est celle que la mise à disposition d'un lexique de mots francophones pour exprimer des réalités de cybersécurité anglophones. Ah oui, mais je voudrais juste faire une petite parenthèse. Pour ceux qui possèdent l'application Vaxicode avec votre preuve vaccinale, je me suis rendu compte d'une chose hier. Votre preuve vaccinale, le document, la pièce, le jeton, peu importe l'empreinte qui est sur votre téléphone, a une date d'expiration. La mienne est arrivée à échéance hier, donc il faut refaire l'exercice d'aller rechercher notre preuve vaccinale en donnant la même information. Puis si vous le faites d'un appareil qui a déjà fourni l'information, les champs sont pré-remplis. Belle petite faille de sécurité ici qui pourrait être exploitable, mais bon. Si le téléphone était compromis ou si les pages pouvaient être puisées par une personne malveillante. Alors, écoutez, je me suis fait scanner hier, malgré que ça disait que le code n'était plus à jour. Ça a passé pareil. J'ai refait l'exercice, ça prend 2 petites minutes, puis pouf, ça revient à jour. Fin de la parenthèse. Alors, oui, je suis tombé sur, justement, de l'OQLF, un lexique, un dictionnaire sur le vocabulaire, justement, des termes qui ont trait à la sécurité de l'information. On parle vraiment ici d'une traduction de l'anglais vers le français. Alors, c'est un dictionnaire avec une proposition de termes français, parce que j'ai feuilleté un petit peu. Il y a des termes qui sont déconseillés d'utiliser, donc qui ont vraiment fait l'exercice dans certains cas. J'en ai quelques-uns ici là, que j'ai trouvé écoute, je trouve ça vraiment excellent. J'en ai 2, c'est au niveau des attaques. On définit, en fait, on précise qu'il y a des attaques par embuscade et puis des attaques par épuisement de ressources. Du waterhole puis du déni de service. En plein ça. Écoutez, je trouve ça fort intéressant. Je pense de plus en plus, je pense qu'il y a des termes français qui sont insérés et introduits dans divers textes. Ça évite justement de mettre un terme anglais entre double guillemets avec une référence en bas pour donner la définition ou le terme français, etc. Je préfère le terme, je pense que dans le monde, vous savez tous, hein, dans le monde francophone, il y a une partie de l'Europe, il y a nous autres, il y a une partie de l'Afrique. On est peu nombreux. Puis on est une rare place ici au Québec qui essaye justement de traduire le plus possible tout ce qui peut l'être. Mais écoutez, faites-en bon usage, allez le voir, il y a des éléments intéressants. Ça va vous amener sur aussi, pas juste la traduction de l'anglais vers le français, mais ça va vous donner une petite définition puis une mise en contexte. Vous savez, puis j'en parle à Nick, puis il va partir à rire, là. Quand on a commencé à étudier les infrastructures à clé publique puis à clé privée, puis les personnes nous demandaient « pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne? » Oh là 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 là, Seigneur! On avait ça dans notre formation à l'ISACA, mais je pense que je caricature ici, là, juste pour ces termes-là,
le bouquin de 500 pages, il y avait 499 pages dédiées juste pour expliquer c'était quoi. C'était complexe. Mais de toute façon, ces notions-là sont assez complexes aussi. Là. Ce que le lexique a l'avantage, comme tu dis, c'est qu'il va donner une certaine forme de vulgarisation de ces termes-là, donc va nous aider comme professionnels dans le milieu à pouvoir expliquer ça aux gens qui sont en dehors. Il y a certains des mots que j'aime bien. Justement, par embuscade, c'est une belle traduction de la notion anglophone. Parce que watering hole, même pour moi, je comprends pas ça veut dire quoi comme notion, à moins que tu aies vraiment compris la notion de par embuscade est une belle représentation francophone. Ben, tu vois, ils le disent ici, là, en anglais, c'est watering hole attack. Fait qu'ils déconseillent attaque de points d'eau. Parce qu'entre vous et moi, attaquer un point d'eau, c'est privé d'eau potable à un village ou une communauté. Ça fait pas beaucoup. Ça fait une référence plus sadique que. Ben c'est sadique, là, la watering hole attack, là, on s'entend. Mais tu sais, il y a probablement pas mort d'homme au bout d'une réussite d'une telle attaque, là. Non, effectivement, mais c'est ça, les traditions, au moins, on se mérite là. Il y a certaines des traditions qui ne sont pas toujours de cette beauté-là, par exemple, mais au moins, on fait un effort particulier cette fois-ci pour nous outiller avec la langue de Molière. Alors, vous irez vous rincer l'œil. Certains d'entre vous vont énormément rire, d'autres vont dire on oublie ça, j'utilise les termes anglais, je fais des notes de bas de page, ça fait l'affaire. Écoutez, vous avez toutes les méthodes sont bonnes. Puis, sachez que dans mon travail, j'essaie le plus possible d'utiliser les termes français quand ils existent. Ça fait bien rire mon patron. Puis des fois, sourciller mon VP, des fois qui, hein? Ah, fait que des fois je reprends, mais ça me donne la tribune un petit peu pour expliquer et faire de la mise en contexte. Mais bon. Absolument. De toute façon, au bout du compte, il faut être en mesure de se comprendre. Fait que si on est capable de se comprendre, c'est déjà un avantage meilleur, surtout en sécurité, on a de la misère à se faire comprendre. Fait que si on utilise des mots français qu'on est obligé d'expliquer, d'ailleurs, ça force le dialogue, ça force la discussion, on est capable peut-être d'amener nos idées un petit peu plus loin. Yeah. Passons à la nouvelle suivante, qui est là l'autre nouvelle du Québec pour cette fois-ci, la création du ministère de la cybersécurité et du numérique. Par projet de loi déposé par le ministre Kerr, qui vise essentiellement à regrouper ce qui était dans deux entités séparées, qui étaient le secrétaire du Conseil du Trésor et ITQ, des activités de gouvernance et des activités opérationnelles au niveau de la cybersécurité et au niveau des TI en général, donc le numérique. Donc, de ramener ça sur un même et seul chapeau, puis de lui donner une entité autonome, cette fois-ci, pas qui est dépendante d'un autre, donc un ministère à part entière qui permettra d'agir un peu plus librement, j'imagine, dans ces secteurs-là, puis probablement acheter beaucoup plus de cohérence dans l'ensemble du message et des efforts de cybersécurité, considérant que maintenant, il n'y aura pas deux entités qui vont être responsables du normatif, mais il y en aura une seule au sein du gouvernement qui va dicter à l'ensemble des autres ministères et organismes toutes les marches à suivre et comment s'organiser correctement. Donc, ça risque d'avoir beaucoup de positifs, ce sens-là, où on va concentrer les efforts par rapport à ça. Là, j'ai quand même certaines réserves aussi en même temps, puisque c'est pas parce qu'on fait cet exercice-là qu'on va arriver quelque part, même si l'enthousiasme du ministre et j'espère l'enthousiasme de son sous-ministre qui va être nommé vont être contagieux. Il y a quand même des expériences du passé qui nous montrent qu'il y a certaines embûches et j'espère que ces embûches-là ont été prévues et justement, ils vont les retirer du chemin le plus rapidement possible pour arriver à un état de succès qui est très grand, puisque là, en cybersécurité, on a vraiment, vraiment besoin d'avoir une force cohérente au Québec qui va être capable de nous accompagner, qui va être capable d'aider les ministères organismes, puis qui va aider aussi à faire un peu d'accompagnement, ce qu'on voit aussi dans certains pays européens où les agences nationales ou les agences publiques ont une espèce d'effort de sensibilisation qu'on voit peu au Québec pour le moment. J'espère aussi que ça va être une belle occasion de mettre ça de l'avant, que collectivement, on s'améliore finalement. Ouais, écoute, oui, effectivement, je suis entièrement d'accord avec toi. Je pense là-dedans, probablement un des secrets du succès, c'est mon opinion à moi, bien entendu, là, à moi, ça va être le partage des connaissances et des compétences. Autrement dit, pas faire une appropriation puis créer une barricade puis devenir en fait un dictateur de réglementation, mais d'aller chercher justement des compétences dans des secteurs publics, des secteurs privés, justement pour bâtir un mode de gouvernance, surtout
et puis un bon partage de communication, dans certains cas privés, secrets versus public, mais arriver justement à un degré de maturité qui permet un échange et un partage d'informations en différentes sociétés. Moi, ce que j'ai hâte de voir au niveau de ce ministère-là, ça va être son offre de service. C'est quoi sa portée, ses inclusions, ses exclusions, pour justement bien comprendre le carré de sable qui va être prévu, dans lequel il va pouvoir jouer un rôle puis l'appliquer. Là. Ça, j'ai hâte de voir et comprendre. Effectivement, j'ai hâte également que ça soit plus clair, parce que là, un projet de loi, ça va amener à la création du dit ministère, mais les actions qui vont être posées par le ministère vont se clarifier avec le temps. Mais on le voit au fédéral avec le CCC, puis on le voit aux États-Unis avec le CISA, qui sont des organisations qui permettent justement une saine collaboration entre les entreprises, le privé, le public, et ainsi de suite. Donc, on est dans un univers de collaboration. J'ai pas vu dans les discours à l'heure actuelle ce genre de choses-là. Même, il y avait dans certains articles des éléments un peu plus défensifs où on traitait l'aspect des consultants était problématique, puis c'est toujours un problème au gouvernement, cet axe-là. Donc, de le voir d'une façon négative comme ça, d'entrée de jeu, pour moi, est un problème, puisque dans le fond, la collaboration qui doit se faire dans le milieu, incluant les acteurs comme les consultants, mais les entreprises privées, et ainsi de suite, qui ont de l'expérience de terrain, qui doivent vivre avec ça, tant qu'à moi, est primordial parce qu'on est tous dans le même bateau. Puis si on n'est pas juste faire des petites choses de notre côté, je pense qu'on s'aide pas. Si on patche un trou d'un bar, mais il y en a un de l'autre bar qu'on ignore parce que ça nous intéresse pas, parce que c'est dans le privé, par exemple, c'est dans un secteur qui nous intéresse pas, ben on n'est pas, en tant que société, on s'aide pas. Puis l'autre élément aussi que j'ai hâte de voir, est-ce que le ministère va avoir ce ministère-là va avoir une action, des réactions qui vont être passives au niveau en fait, j'ai hâte de voir ça va être quoi son champ d'action puis son pouvoir décisionnel. J'ose espérer qu'ils vont peut-être rattacher aussi des sentences qui vont définir des formes, des critères qui peuvent mener justement à des sentences, des amendes, pour vraiment clarifier qu'est-ce qui va être jugé comme étant non conforme à une réglementation en place, là. Non conforme, frauduleux, peu importe, là, quelque chose qui peut mener à une sentence. Je ne sais pas s'ils vont être en mesure, s'ils vont aller jusque-là, mais c'est peut-être le début justement d'une clarification de ce qui est des actions bandies dans le numérique, là. Qu'est-ce qui est pour aider justement une prise de la décision, un jugement, puis une compréhension de situation, de base de référence, là, entre autres. Ben, si ça peut amener des actions plus musclées de la part du gouvernement pour protéger ses citoyens puis protéger ses entreprises, c'est plus que bienvenu. D'ailleurs, le SCT avait annoncé il n'y a pas si longtemps, tout est en relatif, un partenariat avec le fédéral justement pour le partage d'informations qui permettrait justement de prendre des actions plus adéquates et d'accélérer la diffusion et la protection des infrastructures, du moins dans le périmètre du Québec dans ce cas-ci. Donc, c'est très intéressant de voir aussi cet élément de collaboration-là qui avait été avec le fédéral. J'imagine que cette entente-là va être reconduite avec le nouveau ministère qui va être mis en place, puisque c'est le même les mêmes personnes qui sont autour de ça qui sont dans ces genres d'environnement-là. Donc tout ça est très positif. Voyons voir. De toute façon, je crois que le projet de loi, la vitesse normale d'adoption d'un tel projet de loi, on n'aura rien avant décembre. J'ai l'impression que la création du dit ministère ne sera pas effective avant début 2022. Le plus tôt, c'est le mieux, en espérant que ça ne tarde pas trop dans le processus d'adoption puis qu'il n'y ait pas d'eau dans le gaz pour faire avancer le projet, pour qu'ensuite on puisse vraiment mettre les pneus sur la route et commencer à voir les effets réels, autant intra-gouvernement que extra-gouvernement, c'est à l'extérieur de l'appareil gouvernemental, comment cela va retomber. Et tous ces experts-là qui vont bénéficier de cet aspect-là. Et petite parenthèse, parce que là, ça m'a flashé, parce que je sais qu'en France, il y a beaucoup d'embauches. Le gouvernement est un très grand fournisseur de formation en cybersécurité, entre autres, donc pour les SOC, les COCD au Québec. Il y a une énorme formation. C'est sûr que là, le gouvernement français se plaint de la fuite ensuite des gens compétents dans le privé, mais il demeure qu'ils ont quand même une structure de formation qui est incluse, qui permet justement de mettre dans les mains des gens. Fait que il y a peut-être ça aussi qu'il va falloir qu'on commence à regarder au Québec. Je ne sais pas s'il y en a au Canada. Cette structure-là d'une espèce de camp d'entraînement qui vont prendre des ressources qui sortent de l'école au lieu d'aborder dans des processus plus de concours comme on fait pour les emplois au gouvernement, mais qui peut-être
justement cet univers-là, qui soit des formateurs et des guides pour amener la compétence et ramener la compétence. Puis tant qu'à moi, j'ai pas, au-delà du fait que c'est plate parce que le gouvernement se retrouve à former des employés qui quittent pour le privé, il demeure que ça bénéficie tout le monde parce que si ces gens-là correctement formés, vont mieux protéger nos infrastructures dans le privé, en tant que société, moi, je trouve qu'on en bénéficie quand même. Oui. Tu as raison, mais c'est à double tranchant pour un fonctionnaire. Première des choses, est-ce qu'il va y avoir une exception pour les échelles salariales dans ce ministère-là? Parce que c'est pas vrai que c'est compétitif. On le sait, on se mettra pas la tête dans le sable. Puis deux, tu as raison. La première idée, pourquoi une ressource va quitter? Ben, la machine hiérarchique d'un ministère versus une entité privée, c'est pesant puis c'est lourd. Donc, c'est pas nécessairement une question d'argent, c'est aussi une question comment je dirais ça, de l'attitude pour un employé à fonctionner dans un ministère. Et ensuite de ça, ben oui, l'argent, c'est pas compliqué, c'est là. Les compagnies privées, ils se les arrachent. Tu sais, je voudrais éviter que notre ministre se retrouve finalement à gérer une université de compétences de sécurité qui crée plutôt qui ajoute en fait une grande valeur d'opération de sécurité pour l'ensemble des ministères québécois avec un partage pour des partenaires privés. Absolument. Mais c'est ça, on va voir comment tout va s'actionner. Là, à l'heure actuelle, c'est juste on a eu un discours et beaucoup de bonheur qui a été exprimé par le ministère, justement, par la création de son futur ministère. Fait que j'espère que tout cet enthousiasme-là ne s'éteindra pas trop rapidement, qu'il va être contagieuse à l'intérieur de ce ministère-là, justement, pour qu'on puisse bénéficier dans ce que tu dis, de cette espèce de synergie intéressante, cette énergie, cette volonté que les gens de vouloir travailler avec efficacité et avec plaisir dans leur travail de sécurité dans ce cas-ci. Tu vois, moi, je l'aime bien, hein, le ministère, pour l'avoir déjà rencontré, puis il nous a expliqué un peu son cheminement de carrière. C'est un gars qui arrive du monde des TI. C'est pas un gars qui parle dans le vide ou qui a appris son texte la veille au niveau des TI. C'est un gars qui a navigué dans cette sphère-là et qui s'est intéressé à la politique, puis qui a fait son petit bonhomme de chemin. C'est un gars qui a travaillé dans une compagnie d'assurance à Québec. Pour l'avoir rencontré dans un discours, puis qui dans un événement, il nous avait discuté justement en toute humilité de son cheminement. Puis c'est un gars qui s'intéresse aussi aux événements de sécurité, autant à Québec qu'à Montréal. Puis pas s'intéresser parce qu'il fait un petit discours à TV ou à radio, s'intéresser, puis il est présent. Puis et puis voilà, fait que moi c'est quelqu'un que je trouve fort intéressant. Dans le positionnement qu'il y a présentement pour la gestion de l'interministère. Absolument. C'est pour ça que j'espère que son enthousiasme va être contagieux suffisamment pour se propager à l'intérieur de l'organisation pour justement nous amener à quelque chose de mieux, de pas juste se répéter une histoire sans fin qu'on a malheureusement tendance à avoir au gouvernement, que dans ce cas-ci, ce soit vraiment un départ neuf et qui permette, parce qu'il y avait vraiment beaucoup d'enthousiasme dans son discours et je le comprends, puis ça va être super trippant d'avoir à mettre en œuvre ce genre de choses-là et pour le legacy qu'il va laisser, parce que s'il réussit son pari, et je le souhaite énormément en tant que société, même en tant que société, ça va nous servir énormément. C'est magnifique ce qu'il va avoir réussi à faire. Il va faire pour une fois une position forte au Québec, qu'on va se démarquer puis qu'on va avoir réussi à se retourner d'une position qui était peut-être un peu en arrière vers une position qui est un peu plus en avant. Fait que, bref. Trêve d'enthousiasme. Dans le fond, moi aussi, j'ai beaucoup d'enthousiasme face à ça. Fait que j'ai juste hâte de voir comment les choses vont se mettre en œuvre. Puis je souhaite énormément que ça va être un pas vers l'avant. Bref, tombons dans d'autres nouvelles un peu similaires dans ce moment-ci en termes de peut-être de choses positives. Le MITRE a diffusé une nouvelle version de son Attack Framework qui est essentiellement un langage commun qu'ils ont développé pour qu'on les processus de sécurité puissent se comprendre sur comment on peut nommer une attaque, nommer les types d'attaques, nommer comment l'attaque est faite, et ainsi de suite. Fait que cette version 10-là est une amélioration. Ils ont rajouté beaucoup d'éléments de IoT, ils ont rajouté beaucoup d'éléments de macOS, Linux pour rajouter le vocabulaire, pour l'enrichir, pour qu'on soit capable de mieux décrire les attaques et donc des répertorier et des étudier de façon uniforme et qu'on parle toutes de la même chose. Dans la même lignée de ça, c'est très intéressant de voir ce genre
de choses-là, puisque ça nous donne des outils. Si vous l'avez pas encore abordé, ça, ce framework-là, c'est important de le maîtriser, surtout au point de vue du SOC, entre autres, quand on voit les attaques. La plupart des fabricants de SIEM, maintenant, ont commencé à normaliser leur vocabulaire par rapport à ce qui est disponible là. Fait qu'on est tous capables maintenant de parler de relativement de la même chose, de la même façon, avec le même vocabulaire. Anglophone, cette fois-ci, on fait un petit clin d'œil à la première nouvelle où on parlait beaucoup d'éléments francophones. Là, on est plus dans un contexte où ce vocabulaire-là va prendre peut-être un peu de temps avant de retomber en côté francophone, mais très important de le mettre, de le maîtriser et de le mettre en œuvre dans la même lignée où je favorise énormément l'usage du CIS version 8, qui est une autre façon de catégoriser, en tout cas de comprendre sa sécurité dans son organisation, qui est beaucoup plus terrain. Celle-ci, si on la compare à celle du NIST, par exemple, ou celle où on va le plus loin, COBIT, qui est vraiment au niveau de la gouvernance. Donc, on est capable d'avoir des actions de terrain puis d'éléments essentiels pour nous démarrer, pour nous aider à nous structurer puis d'avancer plus loin. Parce qu'une fois qu'on s'est structuré, une fois qu'on a une vision, une fois qu'on est capable de comprendre où on s'en va, ben là, c'est plus facile que si on ne sait pas où on s'en va, ben on va finalement nulle part. Bonne gorgée. Bonne gorgée, oui. Hey, écoute, méchant framework, hein? C'est assez capable. Là. Ça a l'air complexe, mais je suis convaincu que une fois bien décortiqué, là, ça doit être toutes des choses qu'on fait déjà. Peut-être pas dans cet ordre-là, peut-être pas, comment je dirais ça, en intégralité de l'action qu'on devrait poser. Là. Mais ouais, c'est très cool, ça, franchement, là. Très, très cool. Oui, effectivement, très intéressant ces efforts-là, au moins de normaliser, qu'on arrête d'improviser, qu'on arrête d'avoir l'air d'artiste, puis d'inventer des choses constamment, qu'on puisse enfin s'appuyer sur des frameworks stables, solides et prévisibles. Puis en pre-show, tu me faisais référence à PCI, c'est dans la même lignée de choses qui sont prévisibles. Au moins, on connaît tous, on n'a pas de surprise, on sait tout ça quoi ça donne. C'est pas parfait, on peut chialer longtemps là-dessus, mais c'est au moins, c'est un bon pas en avant dans lequel il va nous faciliter un peu notre travail. Tu vois, j'ai regardé rapidement. J'ai l'impression que là, ils ont un partenariat avec l'armée. Écoute, je vais te donner ma perception. Ma perception, probablement que les frameworks existants, là, tu as le MITRE, tu as le NIST, tu as l'ISACA aussi qui propose ces différents éléments-là. La perception que je vois avec le fait de travailler conjointement avec des militaires, c'est que peut-être dans notre approche, faut peut-être penser peut-être plus militaire que juste, on va dire, civil en cherchant à se relever. T'sais, on cherche à faire quoi? À détecter, contenir, blablabla. Pouf, on se relève. À la fin, faut peut-être, c'est peut-être le next level. Faut peut-être se mettre au niveau boss level. Là. Autrement dit, oui. L'application de principes militaires, juste de dire qu'on prévient puis qu'on contient. Je veux caricaturer ici, là, mais peut-être préparer l'attaque aussi. Peut-être préparer une contre-attaque comme mode de détection. C'est pas toujours la bonne chose là, quand on est mal préparé ou quand on n'a pas suffisamment de ressources avec les compétences versus d'autres zones dans le monde où ils sont des milliers et des milliers. Mais je sais pas, peut-être changer d'attitude dans ce dossier-là, puis porter une approche militaire au niveau des décisions et des actions. Là. Effectivement, je suis d'accord avec cette approche-là, considérant que la cybersécurité est un des seuls domaines qui on fait affaire, surtout en TI, en TI en général, on ne fait pas affaire à une menace. C'est quand on parle de cybersécurité, on parle vraiment d'une menace active, de quelqu'un qui veut volontairement détruire nos infrastructures. À part le crime, à part les guerres, il n'y a pas d'autres contextes dans lesquels on vit ce genre de situation-là, qu'on a vraiment une volonté propre de vouloir attaquer, de vraiment vouloir détruire, voler et extraire de l'information. Donc, on est vraiment dans ça. Fait que c'est sûr que cette doctrine-là, ces doctrines-là qui existent depuis longtemps, qui ont été élaborées depuis longtemps, donc un énorme vécu d'éléments comme ça. Comme on voit aussi dans les relations géopolitiques aussi, qui sont très intéressantes, voir, tu parlais d'attaques comme réponse. Retaliation. Donc, à ce moment-là, oui, mais d'un point de vue policy, d'un point de vue stratégie nationale, des fois, c'est peut-être pas toujours la bonne façon parce que des fois, ça va amener à l'escalade des conflits. Donc, ça va ramener des problèmes beaucoup plus grands à ce moment-là que ça va résoudre des problèmes. Mais bref, il y a beaucoup à s'inspirer de ces univers-là
qui ont une expérience beaucoup plus longue que la cybersécurité et justement qui peuvent enrichir notre réflexion et comment on peut peut-être aborder de façon plus positive le volet défensif de la sécurité qui est pas sans fin et juste nous laisser mourir tranquillement. On dit quasiment plusieurs sauces. La meilleure défense, c'est l'attaque. Hein? Là, on est en train de se faire attaquer, pouf, puis ce qu'on fait, c'est que on a laissé passer une POC. Là, il y a d'autres POC qui arrivent, on essaie juste de les bloquer, puis on essaie de sortir celle qui vient de rentrer, puis après, on fait rien. Outre jaser avec nos avocats, nos firmes de relations publiques, etc., il n'y a jamais eu la suggestion de dire hey, t'es relevé, t'es correct, là? Ah ouais, prépare-toi, là. Tu vas les attaquer. Donne-toi un an, là. Prépare-toi, mon grand, là. Puis tu contre-attaques sans retenue. Boum, boum, boum. On n'est pas dans cet état d'esprit-là. On fait juste se dire OK, on avance. En fait, ça se termine par quoi? On fait un post-mortem. C'est arrivé comment? C'est arrivé pourquoi? C'est quoi nos accords? C'est quoi qu'on doit rehausser? En fait, ça devient un never-ending story qui mène à la prochaine attaque qu'on ne pourra pas bloquer, justement. C'est ça c'est un peu ça que le message veut dire, c'est on se prépare pour la prochaine attaque qui va être capable de nous défoncer. C'est tout. Effectivement. Oui, puis l'administration Biden a fait une démarche justement pour commencer à mieux baliser cet environnement-là, justement pour être capable de peut-être plus circonscrit ou commencer à établir des normes comme on voit dans le monde réel, donc de s'attaquer à des infrastructures d'énergie, par exemple. Ça, c'est un big no-no. Ça mène à des contre-attaques immédiates, par exemple, des choses comme ça, une espèce de structure et de convention mondiale là, sur laquelle on est capable d'agir. Puis c'est devenir important parce que ces attaques-là, faut pas se cacher. Là. La Chine, la Russie sont deux entités à l'heure actuelle qui sont très puissantes, avec des très bonnes capacités et qui sont un peu contre nos valeurs occidentales. Donc, c'est sûr que ils vont s'attaquer à nous pour de multiples raisons. On a probablement l'Iran aussi qui est dans le même bateau, la Corée du Nord. Donc, c'est tous des pays comme ça qui sont comme ça. Puis on ne sait pas si ça va changer. Peut-être qu'on va donner des alliés plus tard. Peut-être qu'on va avoir d'autres ennemis qui vont naître. C'est la façon que les choses fonctionnent. Donc, les relations nationales. Donc, on verra commencer, mais il faut qu'on ait un certain nombre de règles, de conventions entre ces pays-là, justement, pour qu'on ne commence pas à éventrer chacun des pays. Puis, en tout cas, bref. C'est une bonne chose. Écoute, ce que tu viens de dire, ça amène aussi à pousser les réflexions juste un peu plus loin. De contre-attaquer peut s'externaliser en dehors de l'univers cyber puis devenir une sommation pour le déclenchement d'une guerre nucléaire, par exemple. Ici, on jase, là. Je parle d'un état d'esprit. Je parle pas d'aller attaquer, mais c'est quoi le prochain niveau, là? Tu sais, outre détecter, blablabla, se relever, post-mortem rehausser. C'est quoi le prochain niveau là que ça va prendre, justement, dans ce dossier-là? Mais bon, ce sujet-là, écoute, ce sujet-là soulève des passions, mais on n'est pas fini d'en parler non plus parce que tant qu'il n'y a pas de règles claires et des choses comme ça, on en a encore pour un bon bout de temps. Donc, on va passer à la nouvelle suivante. Puis là, Vincent m'a fait une surprise parce qu'il a racheté une nouvelle à la volée. Donc, puis justement, par volte-face, la justice dans l'État d'Illinois passe à Clearview AI. Oui! Vous savez, là, plusieurs mois, là, il y a une femme qui s'est plainte à la GRC parce que l'entreprise canadienne Clearview AI, avant de se sauver aux États-Unis, avait mis en place un dispositif pour faire des essais avec de la reconnaissance faciale, en fait, pour rehausser notre expérience de consommateurs dans les magasins grande surface, les centres d'achat. Et puis, il s'est avéré qu'au travers de ça, mais la collecte d'informations, en fait, ils n'ont pas communiqué les règles d'engagement, ce qui fait qu'ils capturaient des images biométriques, donc des données sensibles, sans le consentement, justement, des utilisateurs. Puis, au travers de ça, avant que la compagnie se sauve aux États-Unis, la GRC aurait demandé un accès, dans le cas de plusieurs enquêtes, aurait demandé accès à la base de données, justement, pour de la fameuse reconnaissance faciale. Je ne sais pas ce qu'ils ont fait avec.
Moi, quand je me promène, ça dit pas Vincent sur mon front. Mais on voit les lieux que je visite. Peut-être que les systèmes de reconnaissance étaient très précis. Si j'ouvre mon téléphone, mon portefeuille, est-ce qu'ils sont capables de voir de l'information supplémentaire pour m'identifier? Peu importe. Et il y a une dame qui s'est plainte justement dans une cour de justice pour démarrer un cas contre Clearview AI. Et puis, écoutez, la Cour de l'Illinois, à la fin du mois d'août, donc il y a quelques semaines, Clearview voulait justement faire annuler la cause parce qu'il n'y avait pas matière justement à l'encours. Et le juge a dit non, c'est de valeur, mais il y a suffisamment de matière pour que vous soyez poursuivi en justice. Donc, je voulais juste faire un petit suivi sur ce dossier-là. Je suis tombé sur la nouvelle, puis je trouvais ça intéressant de vous informer. Effectivement, très intéressant parce que c'est limite creepy ce que la compagnie 9 fait. Donc, c'est bien qu'on amène dans l'espace public la discussion, que le procès ait lieu, parce que le procès, c'est un espace de discussion, mettons, sur des choses qu'on n'est pas confortable. Dans ce cas-ci, on n'est clairement pas confortable avec les agissements de cette compagnie-là. Donc, c'est bien que ça soit mis à la vue, Clearview, clairement qu'on voit ce qu'ils font pour de vrai et qu'ils exposent publiquement leur stratégie. Et si moralement, on est d'accord, il n'y aura pas de problème, mais si moralement, on n'est pas d'accord, puis ce qui mon avis, va probablement arriver. Donc, d'agir conséquemment face à ça et d'établir soit des règles, soit que le législateur mette des règles plus claires ou d'autres choses comme ça. Mais au Québec, avec la PS 64, on a effectivement maintenant des règles beaucoup plus claires. Le RGPD en Europe a aussi mis des règles beaucoup plus claires à ce niveau-là. Donc, on n'est pas dans des environnements non balisés, du moins dans ces espaces-là. Les États-Unis, c'est un peu moins vrai. Donc, ils ont plus d'espace d'imagination pour faire ce qu'ils veulent. Donc, on verra comment la justice américaine va traiter ça et comment philosophiquement ils vont aborder la question. Oui, aux États-Unis, d'un point de vue transverse, pour l'ensemble des États, il n'y a pas de grande force de loi très transverse. C'est chaque État va baliser un peu les règles d'engagement sur les sujets qui jugent intéressants pour la Cour pour invoquer en fait la justice. Ils ont beaucoup de lois qui sont complètement différentes d'un État à l'autre. Souviens-toi, Nico, quand on parlait justement de à qui appartient ton information qui t'identifie lorsque tu t'inscris, par exemple, sur Facebook. Il y a des États aux États-Unis, il est trop tard, tu as rempli un formulaire avec les infos. Ça t'appartient, oui, mais ça appartient au détenteur du formulaire aussi. Mais non, mon identité ne peut pas appartenir à quelqu'un d'autre qu'à moi. Mais il y a des États, c'est tout simplement, hey, on n'a pas le temps. Ça ne veut pas dire qu'ils ne s'intéressent pas à ça, c'est probablement on n'a pas le temps, on en a plein de backlogs à gérer, on n'a pas le temps de rehausser certains éléments, on verra ça plus tard. Mais de ce que je vous dis là, ça fait 10, 15, 20 ans. Il y a des États, c'est encore comme ça. Vous avez rempli un formulaire, c'est terminé. Vos informations sont d'intérêt public. Vous voulez les faire retirer de Facebook, de Google. Ben, il y a des États où c'est non, ça ne s'applique pas. Pourquoi? Parce qu'on a volontairement tapé sur notre clavier puis rentrer les informations. Trop d'informations, by the way. Il y a des champs obligatoires, des champs qui ne le sont pas, et ceux-ci sont identifiés, ce qui vient alourdir un cas, justement, pour un individu qui voudrait faire effacer ces infos-là. Fait que, il y a des petites trappes dans la réglementation, il y a des faiblesses, mais bon, c'est très différent. Comme si c'est le Far West au niveau d'identité, notamment. Oui, ils sont vraiment dans un univers très distinct du nôtre où, en fond, l'information est comme une matière première qui n'est pas réglementée comme étant un volet humain. Ça, d'ailleurs, j'ai beaucoup de podcasts et de blogs américains que je lis qui, justement, interpellent le gouvernement américain, au minimum les gouvernements des différents États, de légiférer là-dessus pour se ramener à quelque chose qui se rapproche du RGPD, qui se rapproche à une protection plus grande et moins, justement, qu'on soit plus dans le Far West, qu'on arrive dans le monde civilisé, qu'on est dans un monde où on doit protéger les citoyens, on n'est pas juste des morceaux dans une chaîne de production qui finalement n'a plus aucun contrôle, puis on est juste des drones qui servent à consommer et à se faire analyser. Là. Bref. Mais c'est drôle de
que quelqu'un d'éduqué, une communauté de personnes éduquées arrive à une telle conclusion. Mais écoute, ça doit être leur expérience de vie, leur éducation, leur culture. Tu as raison, c'est très, très différent. C'est du capitalisme que je vais appeler imprudent aux États-Unis. C'est la surconsommation, mais à tout vent. Sauf certains États qui semblent plus on va dire, en contrôle de cette émotion de consommation. Il y a des États où ils sont plus raisonnables, disons-le comme ça, mais il y en a d'autres. Ils ont d'autres choses aussi qui sont très bien, mais ils donnent l'apparence que ce côté-là, il y a un petit quelque chose qui manque. On est collé sur l'arbre à quelque part, puis ça ne le décolle pas, je ne sais pas. Mais bon. On va voir comment ça va évoluer avec le temps, considérant que la plupart des pays occidentaux sont en train de se doter de lois qui protègent l'information. Ça va devenir de plus en plus difficile pour les Américains ou les compagnies américaines de faire affaire à travers le monde, considérant qu'ils n'ont pas un régime législatif qui est équivalent dans leur pays. On est déjà en train de voir l'effet. L'Europe, c'est un bloc, là, mais on est en train, au Canada, de le faire. Et il y a d'autres pays aussi sud-américains qui sont en train d'adopter le pas. Puis j'imagine qu'il va y avoir des pays asiatiques aussi, que je connais beaucoup moins dans cette sphère-là, qui vont aussi commencer à agir. Je sais que la Chine a agi, mais tu sais, bon, en même temps, la Chine, eux autres, le degré de contrôle qu'ils ont sur leurs citoyens est un peu différent de ce qu'on nous autres on est habitués. Puis je pense qu'on n'aimerait pas nécessairement vivre dans ce régime-là parce qu'il n'est pas bien aligné avec nos valeurs. Donc, mais encore là, eux autres aussi ont commencé à développer des lois qui protègent les citoyens, leurs citoyens des appétits des grandes corporations, dans ce cas-ci chinoises, et probablement encore plus des compagnies étrangères qui sont probablement américaines. Donc, c'est aussi une loi qui permet de protéger la Chine de l'invasion américaine ou des valeurs américaines dans ce cas-ci. Passons à la nouvelle suivante, puis est un peu dans la même ligne que le mythe, c'est le Minimal Viable Security Checklist. C'est un consortium d'entreprises de TI qui se sont réunis pour établir un autre checklist de mesures minimales à atteindre pour sécuriser. Dans ce cas-ci, dans une perspective d'interaction entre les compagnies, de vente, de chaîne d'approvisionnement, un peu pour s'éviter l'histoire de SolarWinds, par exemple, puis on en a d'autres aussi, j'ai une autre nouvelle qui suit là-dessus, sur le fait que toute la dépendance qu'on a avec les différents fournisseurs que nous avons dans l'ensemble de la chaîne, d'avoir cette checklist-là, cet énoncé-là, technique, qui ressemble un peu au CIS tant qu'à moi, mais qui est un peu plus court, beaucoup plus court et beaucoup plus léger, mais qui donne malgré tout quand même une vision intéressante. La seule faiblesse que je trouve à cette checklist-là, c'est qu'elle n'est pas rattachée à des frameworks connus. Donc, elle n'est pas rattachée avec une équivalence dans le NIST ou une équivalence dans le CIS, par exemple, qui nous permet de savoir si on a déjà des contrôles CIS, ben, on est déjà capable de faire une référence directe à ce checklist-là. Parce que ce checklist-là a l'objectif d'interaction entre les compagnies. Donc, si on doit refaire un autre checklist, on doit refaire un autre travail normatif pour évaluer notre posture, on n'est pas super bien outillé, puis c'est du travail supplémentaire, mais je trouve quand même un effort minimal, un peu comme PCI DSS a été dans les premières années de sa disponibilité. C'est rendu maintenant, c'est de s'assurer qu'il y a un niveau minimal de sécurité chez les fournisseurs, chez les opérants dans de carte de crédit dans le cas de PCI. Donc, c'est quand même un pas tant qu'à dans la bonne direction. C'est jamais suffisant, mais voyant que la plupart des entreprises ne le font pas, voyant que la plupart des entreprises tombent pour des rançongiciels à l'heure actuelle, ça tombe comme des mouches, si on est capable d'amener au moins cette checklist-là qui est quand même pas trop grosse, qui est quand même facile, elle tient à peu près sur 2 pages. Donc, d'être capable d'amener rapidement une certaine mesure de sécurité, on est déjà plus avancé que d'arriver avec absolument rien. Écoute, c'est un bel exemple, justement, je pense que ça fait plusieurs années au Québec, même à Québec, on essaye, certains spécialistes en sécurité, de rassembler des personnes d'intérêt de banques, de compagnies d'assurance pour faire ce type de partage-là. J'ai participé à certaines tables parce qu'il y a une table présentement qui est intéressante. Quand j'ai changé de secteur, là où je travaille, j'ai arrêté de participer à cette table-là étant donné mon nouveau rôle. Toutefois, je sais qu'il y a les différentes discussions que nous avons à cette table-là. Puis en passant, ça touche la sécurité de l'information,
Sécurité de l'information, pour moi, vous savez, j'utilise rarement le pléonasme cyber à toutes les sauces, là. C'est de la sécurité de l'information. Donc, ça adresse vraiment à la sphère du numérique. Et puis, on a un partage sans divulgation de nos faiblesses ou de nos secrets. On a un partage un peu de notre vision. On a un partage de certaines technologies, on va se le dire, là. On rentre pas creux puis intrusivement dans les types de technologies, mais on va parler de technologies que nous connaissons qui sont performantes, dynamiques, évolutives, etc. Et puis, toutefois, ça n'amène pas nécessairement à un checklist parce que chacun repart de son bord après le partage d'informations. Il n'y a pas de publication commune qui est faite. Ça serait la prochaine étape, selon moi. Toutefois, comme je disais, il y a des groupes de police, je ne dirais pas lesquels, mais il y a des groupes de police qui se sont intéressés à cette table-là. Et puis, à la dernière qu'il y a eu, ils voulaient nous entendre. Ils avaient certains éléments à nous partager. Et puis, ils veulent rehausser leurs compétences, justement, au niveau de leur enquête qu'ils doivent faire avec comme support, justement, l'univers du numérique. Pas juste pour se protéger, mais comment l'exploiter, cet univers-là, pour, justement, faire avancer des enquêtes. Fait que c'était la dernière rencontre. Malheureusement, j'y étais pas, mais ça veut dire que l'idée est dans les airs, ça s'est fait de bouche à oreille, c'est parfait. Mais je pense que the next step, ça va être la production de documents, justement, communs qu'on pourrait partager. L'OWASP l'a fait, le NIST l'a fait, l'ISACA l'a fait, les autres, tout ce qui est les fameuses fortes, je vais appeler ça des fortes recommandations, toutes les ISO 27000 XYZ, de ce monde l'ont fait, justement. C'est des regroupements de spécialistes qui arrivent justement à la production d'un cadre, d'une déclinaison de documents. Puis, si on va aller un petit peu plus creux dans les déclinaisons des activités pour atteindre les objectifs, il faut s'inscrire justement au corpus ou à l'organisme, moyennant quelques dollars. Mais, au bout du compte, le résultat est atteint. Absolument. C'est juste bénéfique, ce genre de collaboration-là entre les organisations. C'est un peu ce qu'on mentionnait aussi, que je mentionnais pour le nouveau ministère, cette capacité-là de justement d'affédérer ces tables-là qui existent, qui ont été formées de façon ad hoc selon les besoins, justement de ramener toute cette connaissance-là au même et seul endroit. De ramener ça dans un contexte où on est capable de partager pour que ça serve le collectif, ça serve notre société, qu'on arrête de se faire taper dessus par des rançons logiciels, puis qu'on soit au moins qu'on arrête d'extraire la valeur de nos entreprises vers des choses ou mettre dans l'embarras certaines compagnies ou de l'espionnage dans certaines mesures. Passons à la nouvelle suivante, justement, c'est un peu dans les côtés des chaînes d'approvisionnement. Des librairies, des bibliothèques de choses préfaites NPM encore une fois ont été sujets à des attaques, c'est-à-dire que les malveillants ont trouvé des façons de trouver des typos. Les gens font des erreurs quand ils importent des bibliothèques de fonctions dans leur logiciel en développement. Donc, en faisant ça, ils sont capables justement de pousser des codes malicieux. Souvent, dans ceux que spécifiés dans cette nouvelle-là, on est dans un contexte de vol de mot de passe. Donc, on est capable, si on ne fait pas attention, si on n'utilise pas des choses normées, de rentrer comme ça. Il y avait eu d'autres cas aussi plus tôt dans l'année où ce genre de librairie-là, comme ça, dans GitHub, avait été usurpé. Les dépendances qui sont faites, cette espèce de lien-là qu'on est constamment en train de charger des bibliothèques externes pour l'usage de nos projets internes peut mener à un certain nombre de problèmes. Donc, peut-être un niveau de vérification supplémentaire qu'on doit faire, justement de faire attention, pas d'avoir de faute de frappe, justement, de ne pas se tromper parce que les malveillants l'ont déjà fait, ils l'ont fait avec les noms de domaine, ils vont le faire avec à peu près tout et n'importe quoi. Donc, à ce moment-là, ils sont capables de venir justement ramener sur des choses comme ça. Puis, il s'agit juste d'observer un peu, savoir comment les erreurs sont faites pour justement ramener des bibliothèques de fonctions de cette façon-là. Donc, de faire très attention. Ça en a un autre, il y en aura probablement d'autres. Là, dans cette bibliothèque-là, il y en a eu. Dans ce dépôt de bibliothèque-là, il y en a eu. Dans les autres, il y en a eu aussi. Fait que c'est pas la première fois, ce sera pas la dernière fois que ça va arriver. Mais toujours de rester très vigilant quand on fait notre code. Il faut toujours être vigilant aussi quand on fait notre code dans le sens où ça ne doit pas être des machines de production, ça doit être un environnement isolé
pas avec des données de production, puis c'est sûr justement les vérifications, parce que ça peut mener jusqu'à la contamination de systèmes de production. On l'a vu avec SolarWinds, entre autres. Donc, de faire très attention de ce genre de choses-là, justement pour ne pas amener le méchant chez soi. Ah, écoute, tu l'as dit, là. Un des facteurs de succès pour diminuer les risques, c'est de tester son code dans un sandbox, dans un environnement relativement égal à la prod, pour voir justement que le comportement applicatif, le comportement de l'infra, mais ça se met pas à péter de partout, là, justement. Puis sachez ceci, si on ne peut pas se permettre un tel environnement pour faire ses tests, ça veut dire qu'il faut rehausser nos mesures de sécurité en place pour l'éviter. 2 poids, 2 mesures. Quand vous allez faire votre business case, à savoir, est-ce que je m'équipe d'une telle infra pour mes tests versus le risque de pousser du mauvais code en prod et avoir des mesures de sécurité astronomique supplémentaires. Vous allez voir le coup au bout, là, avoir un environnement justement de staging pour faire vos tests. Écoute, avec les ressources VM qu'on a présentement, qui facilitent ça, je pense qu'en termes de délai, d'échéancier, on n'en parle pas, c'est très rapide de mise en place. Même si ça coûte des licences, juste le bénéfice de réduire le risque à son maximum. Il y a des entités qui vont le faire, qui n'en trouveront jamais. Puis ils vont se dire, moi, on dit que ça m'a coûté cher pour jamais trouver de problème. Les entreprises à côté, là, qui vont dire, hey, moi, je n'avais pas, puis moi, j'en avais une, puis je l'ai trouvée. Tu n'as même pas idée comment je dors bien le soir maintenant. Il s'agit juste d'une fois. C'est ça un risque. Il s'agit de la foi. La foi où on ne l'a pas. Puis pouf! La fée des dents, là, c'est instantané. On le sait qu'elle n'existe plus. Le Père Noël, on sait qu'il n'existe pas. Tout Cupidon, il n'existe pas. Il a été remplacé par Tinder, etc., etc. Oui. Tous nos rêves d'enfance sont détruits à jamais, là. Mais bon. Fait que moi, je vous le conseille, c'est votre meilleure police d'assurance pour réduire. Pas pour éviter, j'ai dit pour réduire. Puis j'ai pas dit risque zéro, hein. N'oubliez pas, les personnes malicieuses ils ont beaucoup d'imagination, sont vite sur le patin, ils ont 3 coups d'avance sur l'échiquier. Mais j'ai bien dit réduire les risques. Puis le jour où ça va vous arriver, puis vous allez l'avoir attrapé dans le sandbox, là, vous allez avoir une équipe à féliciter, là, de vous avoir convaincu justement d'avoir mis ça en place. Versus des mesures excessives, du gating excessif avant la mise en production, le ralentissement du déploiement, l'accès aux nouvelles fonctionnalités. C'est long, c'est lourd, c'est pesant. Mauvaise dégradation de prestations de service ou même du déni de service forcé parce que vous n'avez plus la fonctionnalité au bout du jour, etc., etc. Mais bon. Effectivement, de toute façon, j'avais un des podcasts que j'avais fait avec Cédric. Il parlait de guardrail au lieu de gating, c'est-à-dire qu'au lieu d'être des étapes d'approbation, il y a des mesures minimales qui sont incluses à tous les moments. Donc, tu parles de système automatisé. Dans ce cas-ci, ça en est une stratégie pour réussir justement à se protéger, à éviter des problèmes. Puis ce qui revient d'autant plus, c'est que maintenant, les méchants ne s'attaquent plus de la même façon, donc ont évolué puisqu'on a vu que les méthodes ont changé, sont plus rendus du côté d'attaquer la source, donc d'attaquer les développeurs maintenant pour injecter dans des logiciels dits légitimes des codes malicieux qui leur permettent de rentrer plus tard. Là. Puis encore là, l'exemple le plus public de ça a été SolarWinds. Et c'est assez funky ce qu'on fait avec SolarWinds. Le petit faille de NPM, dans ce cas-ci, il est assez basic. Dans le cas de SolarWinds, c'est beaucoup plus sophistiqué, mais les guardrails, normalement, ont dû réussir à intercepter ça. Un 5 gating, justement, pour pas ralentir la mise en production, comme tu dis, mais un gating minimal, justement, pour pas que les grandes étapes soient quand même contournées, juste s'assurer que dans la mesure du possible, il n'y a pas de choses qui se retrouvent être injectées sans qu'on s'en rende compte. Là. Ben écoute, tu viens en fait dénoncer des maudits beaux critères qui s'adressent au développement sécuritaire, le DevSecOps. Là. Ça en vient au résultat où, en plus de certains gatings qui vont toujours être nécessaires,
mais d'avoir le gating minimal. Tu viens de le décrire. Tu viens de décrire, en fait, de l'automatisation. L'automatisation qui vient justement enlever le facteur humain, d'être trop pressé, d'avoir un système de calcul mental qui est beaucoup plus lent, justement, qu'un élément automatique, etc. Fait que, pour moi, ça rentre dans le DevSecOps, là. Les grands du web le font déjà. Là, quand on va prendre l'exemple de Microsoft, font plusieurs milliers de mises en production par jour. Fait que c'est sûr qu'il n'y a pas un humain qui autorise chacune de ces affaires-là. Ils doivent avoir des systèmes automatiques justement pour faire les mises en production. Donc, la chaîne, ça monte tout seul. Donc, ça prend un pipeline très robuste pour monter jusque-là. Ça prend un certain nombre de choses très robustes. Mais par contre, une fois que c'est fait en place, ça permet une certaine agilité, une certaine vitesse de mise en production. Là. Mais ils font tous. Tu sais, là, je nomme Microsoft, mais Amazon, Facebook, Google, ils font tous ces pipelines-là de montage. Et conséquemment, s'ils détectent un bug en production qui n'était pas détecté, ben, ça va faire des retours arrière rapides, justement, pour être capable de ramener une erreur de mise en production. Microsoft a malheureusement fait les nouvelles là-dessus à quelques fois dans la dernière année, mais les retours en production ont été quand même, somme toute, assez rapides, considérant les problèmes qui ont été rencontrés de mise en production, qu'il y a eu un échec de mise en production, parce qu'il y avait des choses qui n'avaient pas été bien perçues d'avance, mais ça, sur le nombre de mises en production qu'ils font, c'est tout petit, là, l'erreur qu'ils ont vécu à ce moment-là, là, c'est fou. Là. Fait qu'ils sont capables de garder cette agilité-là, ce DevSecOps-là, en bien envie et ça les sert leurs intérêts. Terminons avec une dernière nouvelle, celle de Microsoft. Justement, on parlait de Microsoft, a rendu disponible pour les organisations non au BNL, sans profit, ceux qui ne veulent pas faire de profit, ceux qui sont là pour le bien de l'humanité, les NGO, les organismes non gouvernementaux, justement de remettre à leur disposition une panoplie d'outils de sécurité qu'ils ont développés, qu'ils ont mis en œuvre pour les grandes corporations qu'on paye en général. Dans ce cas-ci, considérant que les NGO sont souvent des organismes qui sont attaqués par des ONG en français, là, le temps que je connais plus pour traduire. Justement, sont très attaqués, sont attaqués par des gouvernements hostiles, sont attaqués parce que généralement ils dénoncent des problèmes sur la liberté humaine, sur ce genre de choses-là. Donc, sont souvent très attaqués. Le Citizen Lab en a d'ailleurs remonté quelques cas de cette nature-là. Donc, le fait que Microsoft mette à la disposition de gratuitement à ces groupes-là des outils très sophistiqués, très complets au niveau de la sécurité, de l'analyse, et ainsi de suite, c'est un bon pas justement pour les aider à cheminer parce que ces organisations-là, s'ils prennent l'argent à investir ailleurs que leur mission principale, ben ça leur empêche de justement faire leur mission principale qui est souvent dans les cas soit des vies humaines, améliorer la qualité de vie, ramener des situations plus saines au niveau mondial. Donc, ont quand même un aspect social très important en termes de qualité de vie des humains à travers le monde. Bon, ben écoute, tu l'as dit. Ils dépensent en fait de l'argent des donateurs puis des subventions. Mais comme si cet argent-là doit servir en partie à de la cyberdéfense, ben c'est un peu poche, là. C'est un peu poche. Mais on se rend compte encore que peu importe notre sphère d'activité, on utilise l'informatique comme support, justement, pour se propulser puis pour avoir une meilleure vélocité, mais ça vient justement avec les risques cyber, comme on connaît tous. C'est pas parce qu'une entreprise ne fait pas d'argent qu'elle n'est pas targetée justement par un groupe X, soit ponctuellement et directement ou indirectement parce qu'elle était dans le chemin de l'attaque. Peu importe, là. Mais ces entreprises-là, c'est dommage parce que on voit que c'est plus que malsain d'attaquer ce type d'entreprise-là. Mais on ne succombons pas à fatalité, là. Vous êtes exposé, vous êtes une cible, peu importe votre prestation de service, point barre. La règle d'engagement, c'est celle-là. Bon, on l'a vu avec les récentes attaques, l'Openline, les hôpitaux se font attaquer, les choses de nourriture aux États-Unis, les chaînes de production de nourriture aux États-Unis aussi se font attaquer. Fait que les malveillants ont aucun scrupule à frapper sur tout ce qui bouge. Dans ce cas-ci, c'est du crime organisé, mais dans le cas des ONG, c'est plus des États qui veulent s'en prendre. Mais dans tous les cas, il y a zéro scrupule. Tous les moyens sont bons. Puis
malheureusement, le cyber a amené une certaine forme de distance par rapport aux effets des attaques. Fait que les gens s'en foutent un peu plus. C'est de mettre le feu à un abattoir, par exemple, dans la vraie vie, a des conséquences, puis des conséquences au sens humain, on le vécu, on le vit. Fait que c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre. Mais faire un vol électronique de chiffrer tous les contenus d'un abattoir, c'est sans conséquences perçues par celui qui l'exécute. Donc, à ce moment-là, ça enlève la barrière ou le scrupule qu'on a comme humain de faire ce genre de manœuvre-là. Fait que tout ça, au bout du compte, est très terrible, là, mais bref, souhaitons que les mesures comme ça, comme ce que Microsoft fait, aident les ONG davantage. C'est une très bonne chose parce que justement, qu'ils puissent mettre leur argent en bonne place, de un. Et c'est l'autre question qui suit avant ça. Est-ce qu'on devrait avoir des mesures minimales de sécurité? On en parlait dans l'autre chose, le Maniable Theory. Est-ce que ça devrait être juste inclus tout le temps? Built-in, on devrait-tu exiger que ça soit comme un niveau minimal d'utilisation des services, puis les logiciels qui ne sont pas là ne sont juste illégaux ou interdits de mise en production? Est-ce qu'on est peut-être rendu là? Ben écoute, souviens-toi d'un podcast qu'on a fait il y a quelques mois où une compagnie a appris à son insu le lendemain matin qu'un organisme fédéral aux États-Unis avait pénétré dans ses systèmes et avait mis à jour ces systèmes parce que le type de service qu'ils offraient pour les États-Unis était jugé significatif. Par contre, le degré de sécurité informatique appliqué était trop faible. Donc, ils ont décidé, ils sont rentrés dans le système, ils les ont mis à jour, ils ont laissé une note le lendemain. Écoute, on a bien ri, mais écoute, on est rendu là. Je ne dis pas on est rendu là, mais c'est une des conséquences d'être le maillon faible dans la chaîne d'appro. Il faut regarder en tout cas des réflexions un peu aussi comme on voit avec la vaccination, les normes de santé publique. Il y a peut-être des réflexions à avoir de ce côté-là. Peut-être que le législateur doit peut-être se pencher face à ça. En tout cas, nous, au Québec, on va avoir notre ministère qui va justement être probablement mandaté à regarder ces choses-là. Fait que j'ai hâte de voir comment ça va s'articuler, comment il va aider ce genre de choses-là. Fait que, bref, terminons là-dessus. Bonne semaine. Oui, bonne semaine. Nous aussi. Puis bon Halloween. Oui, avec des monstres. Yes.